Et avec nous sur ce plateau pour parler des grands sujets d'actualité, nous sommes avec Danielle Simonet, conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement, oratrice nationale de la France insoumise. Bonsoir Danielle Simonet, merci d'être avec nous. Histoire de faire une petite transition, on vient longuement d'évoquer la privatisation avec effectivement cette pétition, cette collecte de signatures qui a, semble-t-il, souffert de la pause estivale. Ça vous inquiète? Vous pensez qu'on va finir par réunir, que les partisans de ce référendum vont continuer sans relâche à mobiliser autour de soi, vraiment, que toutes celles et ceux qui nous regardent n'hésitent pas à faire leur carnet d'adresses et voir si tous les amis, les collègues, la famille, est-ce que tout le monde a signé, et convaincre sans relâche. Parce que c'est important qu'on puisse reprendre notre souveraineté. C'est aux citoyens et citoyennes de décider ce qu'il va advenir de nos communs. Et je rajouterai un argument qui est la question écologique. On sait aujourd'hui qu'il faut réduire nos empreintes carbone, que c'est une catastrophe. On nous alerte sur la gravité de la situation. Oui. Eh bien, l'aéroport de Paris, ADP, prévoit un nouveau terminal, le terminal T4, avec un nombre de plus de 40 000 voyages en plus par an. C'est une aberration d'un point de vue écologique. Donc il faut une maîtrise publique aussi pour répondre à ces enjeux écologiques. Ça va être compliqué tout de même d'arriver aux 4,7 millions de signatures. Quand on interroge les citoyens ici ou là, on a le sentiment effectivement que tout le monde est contre cette privatisation, mais dans le même temps, personne ne va sur ce site et personne n'appose sa signature. Pourquoi ? Alors écoutez, d'abord, merci et bravo d'aborder ce sujet, ce débat, parce que si vous regardez d'autres chaînes d'information en continu ou les médias publics, eh bien on ne peut pas dire qu'ils commencent l'ensemble de leurs journaux par parler de cette bataille, de cette campagne-là. Donc ça repose sur l'ensemble des militants engagés pour défendre cette souveraineté, voilà, que les citoyens et les citoyennes puissent décider. Donc on continue sans relâche. Ça voudrait dire, selon vous, c'est un des invités d'ailleurs qui nous disait ça, Pierre Morin, qu'il y a un parti pris peut-être des médias traditionnels sur ce sujet? Bien sûr, parce qu'on est quand même dans une logique oligarchique. Hein. Je veux dire, on sait que les grands médias privés sont dans les mains de 9 milliardaires et qu'il y a une connivence entre le pouvoir politique, le pouvoir économique et ce pouvoir médiatique. Et qu'ils n'ont absolument pas intérêt à défendre les communs, c'est-à-dire la propriété collective de ce qui doit relever de l'intérêt général. Alors vous parliez d'écologie, je rebondis dessus parce qu'avec une des actualités de votre été, François Ruffin qui a appelé à un nouveau front populaire écologique, c'était le 23 août, avec une alliance entre Europe Écologie Les Verts et vous, LFI. Il faut absolument que le rouge et le vert s'unissent. Est-ce que ce front vous paraît-il crédible? Est-ce qu'il va s'envisager? Est-ce que ça va se faire? Ce qui est important, c'est qu'on prenne conscience que la question écologique, elle est incompatible avec les politiques néolibérales. C'était d'ailleurs le constat que faisait M. Hulot quand il a quitté le gouvernement. Donc cette boussole-là, de défendre la justice sociale et la justice climatique ensemble, en dehors de la logique libérale, elle doit prévaloir. Dans la défense d'ailleurs des communs. Et je pense qu'on doit, par exemple, dans ces prochaines élections municipales, engager des démarches citoyennes qui permettent à toutes celles et ceux qui veulent défendre cette logique-là de pouvoir le faire. Donc la question, elle n'est pas tant de l'alliance entre des appareils, parce qu'il y a quand même des beaucoup formations. De divergences entre vos deux partis. En fait, il y a beaucoup de divergences à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts. Parce que si vous regardez le débat qu'il peut y avoir, quelqu'un comme Cormand qui a eu des tribunes justement sur l'incompatibilité entre la question écologique et la question du système capitaliste, on est très loin des positions de monsieur Jadot. Et donc, forcément, d'une ville à une autre, on ne sait pas à qui on a affaire. L'enjeu, c'est, par contre, sur ce débat de fond, qui est de dire l'urgence climatique exige que l'intérêt général prime sur la recherche à court terme du profit. Et donc, c'est aux citoyens de reprendre le contrôle de leur vie, de leur ville. Et c'est cette question-là démocratique qui peut permettre de répondre aux enjeux écologiques contre le court terme du marché, des logiques productivistes qui mettent en péril notre planète. Alors, Danielle Simonet, parmi les actualités de la journée, un Grenelle a été ouvert à Matignon par le Premier ministre Édouard Philippe qui a annoncé donc le déblocage de 5 millions d'euros pour les hébergements d'urgence, les violences faites aux femmes. Je vous propose de l'écouter, le Premier ministre. La première urgence,
c'est de protéger les femmes victimes de violences conjugales en leur assurant une mise à l'abri rapide. 71% des victimes résident au même endroit que leur conjoint violent. Et la moitié de celles qui appellent le 3919, tout le monde n'appelle pas le 3919, la moitié de celles qui appellent le 3919 souhaitent quitter le domicile conjugal. 5000 places d'hébergement sont déjà dédiées aux femmes qui fuient des violences conjugales et nous avons annoncé cet été la mise à disposition de 240 nouvelles places en janvier 2020. Mais il faut encore développer cette offre, notamment pour les mères de famille. Car on sait que les femmes qui restent avec un conjoint violent s'y résignent en général, faute de moyens matériels et financiers, pour partir avec leurs enfants. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. 250 seront créées en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logement temporaire. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants. Il ne s'agira pas d'un hébergement d'urgence dans une structure collective. Elles pourront y rester entre 6 mois et 1 an. Ce Grenelle nous permettra d'évoquer les besoins qui restent à couvrir. Et je propose une clause de revoyure avec le ministre chargé du Logement d'ici 1 an pour faire un point précis sur la façon dont ces créations sont mises en œuvre et sur les besoins qui restent à couvrir. Et voilà, Édouard Philippe, sur les mesures urgentes qui ont été annoncées aujourd'hui contre les violences conjugales. Daniel Simonet, votre réaction sur ces mesures? De la colère. On en est à 101 féminicides. Donc on est sur des chiffres terribles et une réalité derrière, mais voilà, autant de drames. Et ce gouvernement annonce 5 millions. Le mouvement féministe associatif demande 1 milliard. Le gouvernement annonce 5 millions. Il est totalement en deçà de la réalité, totalement à côté de la plaque. Il faut savoir que ça fait plus de 20 ans que le mouvement associatif féministe a les solutions pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui d'ailleurs ne se limitent pas aux violences conjugales. Il faut aussi penser aux violences dans le monde du travail. Et on est là sur des mesures qui sont vraiment à côté de la plaque. Aujourd'hui, il ne faut pas simplement se préoccuper de mettre les femmes à l'abri dans des logements lorsqu'elles sont victimes dans leur foyer conjugal. Entre parenthèses, c'est elles qui partent, elles ne restent pas chez elles. Comment est-ce qu'on éloigne le mari violent? Il faut savoir que beaucoup de plaintes dans les commissariats ne sont pas prises pour des plaintes et on va dissuader les femmes de déposer plainte en leur conseillant de faire plutôt une main courante. Donc il y a vraiment une formation qui doit être faite dans tous les commissariats, puis aussi au niveau de la justice pour qu'il y ait beaucoup plus d'ordonnances de placement, de protection. Il faut savoir qu'on a environ 1300 ordonnances de protection par an en France, quand on en a plus de 20 000 en Espagne. En Espagne, d'ailleurs, les moyens ont été bien plus importants. L'État a débloqué justement 420 millions d'euros en 2 ans. Donc la France est vraiment en deçà. Voilà, c'est... Pardonnez-moi, je vous avais coupé, mais comment vous expliquez ça, justement, l'Espagne qui est réputée comme un pays, entre guillemets, latin, donc, par définition, je prends un raccourci peut-être plutôt machiste, ça veut dire quoi en France? Écoutez, on a des mentalités encore très archaïques je pense qu'en Espagne, il y a une mobilisation extrêmement forte de la population, des femmes, un mouvement très fort contre les violences faites aux femmes. Et finalement, la classe politique a beaucoup mieux réagi. Là, autant dire qu'en France, le gouvernement de Macron, je veux dire, fait croire qu'il découvre, on a l'impression qu'il découvre le problème. Parce que proposer un Grenelle, c'est-à-dire 3 mois de débat, pour finalement arriver à quelle mesure, parce qu'on nous parle d'une clause de revoyure, mais toutes les mesures ont déjà été proposées par le mouvement associatif. Je rappelle qu'il y avait, depuis juillet 2010, une proposition de loi qui avait été portée par le collectif des droits des femmes et qui donnait un certain nombre de propositions. Bon. Il y a par contre dans les annonces du gouvernement une chose importante qui est annoncée, c'est notamment qu'on puisse déposer plainte à l'hôpital. Ça, c'est important comme avancée. Mais il va falloir que la formation des référents suive pour que ce soit effectif. Parce que même les annonces concernant l'hébergement, le logement des femmes. Au mois de juillet, le gouvernement avait annoncé 200 places qui allaient être créées immédiatement. Elles ne le sont toujours pas aujourd'hui.
Voilà donc pour ces mesures d'urgence contre les violences conjugales. L'autre actualité qui vous concerne à la France Insoumise, personnellement, vous porterez les couleurs. Alors vous refusez de dire que vous êtes candidate qui représente LFI à la mairie de Paris. C'est quoi la nuance finalement, être la candidate de liste citoyenne, c'est bien ça? Je souhaite proposer ma candidature pour des listes citoyennes et non pas pour la France Insoumise. Et avec Claudio Pulgar-Pino, un militant associatif pour le droit à la ville, on a lancé un appel que vous pouvez retrouver sur Internet, décidons.paris. Son titre, c'est « Décidons nous-mêmes ». Parce que justement, le bilan que nous faisons, c'est que 3 mandatures peuvent être résumées à travers 3 mots. Gentrification, bétonisation, privatisation. On ne peut plus habiter Paris. Vous savez, il y a 200 000 personnes qui travaillent tous les jours à Paris, qui n'y habitent pas parce que les loyers sont trop chers. Et alors, je ne vous parle même pas d'acheter à Paris. C'est hors de prix, 10 000 € de mètre carré. Bon. Mais ça, c'est le bilan de politiques qui ont laissé la finance faire main basse sur la ville. Les intérêts privés faire main basse sur la ville. Vous savez que c'est partout pareil et Paris est une des villes les moins chères d'Europe encore. Alors non, justement, Paris commence à devenir une des villes les plus chères d'Europe et les plus ultra denses, avec le moins de mètres carrés d'espace vert par habitant, donc avec des problèmes pas simplement de pic pollution, mais d'îlots de chaleur pendant les périodes de canicule. Problématique parce qu'on a bétonné la moindre friche et parce qu'on a vraiment laissé les intérêts privés prendre main sur la ville. Vous savez, on parlait de la privatisation de l'aéroport de Paris, mais la ville privatise à tour de bras jusqu'à nos crématoriums. Alors là, franchement, qu'on se mette, y compris à marchandiser sur la mort, c'est effroyable. Donc il faut que les citoyens reprennent le contrôle sur leur ville, pour reprendre le contrôle sur leur propre. Comment vous allez vous y prendre si vous étiez élu pour justement faire baisser l'immobilier? C'est quelque chose de compliqué. Alors il y a une bataille, il y a un bras de fer. Donc déjà, la première mesure, c'est une mesure démocratique. Il faut instaurer un référendum d'initiative locale pour que les citoyens puissent reprendre la main sur les politiques qui sont conduites. Sur la question du logement, il y a toute une bataille à mener en s'inspirant de ce qu'ont fait les Berlinois, où vous avez une mobilisation qui a exigé une baisse des loyers. Là, il faudrait un encadrement à la baisse des loyers et un encadrement à la baisse du foncier. Mais il faudrait aussi, surtout, réquisitionner tous les logements vides. Vous savez, il y a plus de 110 000 logements vides et plus de 280 000 mètres carrés de bureaux vides à Paris, alors que la crise du logement et du nombre de demandeurs, de personnes qui n'ont pas accès à un logement décent, continue à être extrêmement important. Donc, la réquisition des logements vides permet de répondre en grande partie au problème. Il faut que le droit au logement l'emporte sur le droit de spéculer sur le logement. Alors demain, Cédric Villani a informé le président de la République qu'il ferait une déclaration aux Parisiens et aux Parisiennes et que sa décision n'était en aucun cas un acte de défiance vis-à-vis de leur action. On sait que Cédric Villani n'a pas été investi en faveur donc de Benjamin Griveaux. Vous vous attendez à quoi? Comment d'ailleurs vous avez suivi un petit peu cet épisode de bisbille entre ces deux personnalités proches du président de la République? Et on a vu surtout l'arrogance, le mépris que M. Griveaux pouvait avoir sur toutes celles et ceux, d'ailleurs surtout sur tous ceux, parce que c'est surtout une bataille d'hommes à l'intérieur de la République En Marche, une bataille d'hommes pour le pouvoir. On a vu quand même un mépris assez impressionnant et surtout, finalement, peu de débats d'idées. On ne voit pas trop où est l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens et surtout la question centrale qui est posée. Qui doit pouvoir vivre à Paris? Est-ce que Paris va redevenir une ville à vivre? Est-ce qu'on va pouvoir respirer à nouveau à Paris? Quelle est la façon dont ils pensent, quelle vision ils ont de la ville pour répondre à ces enjeux écologiques? On n'entend pas parler de tout cela. Et donc moi j'ai plutôt le Benjamin sentiment... Griveaux a parlé comme d'écologie, effectivement, Cédric Villani aussi. Quelles mesures concrètes ont-ils proposées ils en ont parlé, pour répondre aux enjeux écologiques? Franchement, ils n'ont pas proposé de mesures concrètes. Et donc j'ai plutôt le sentiment que, après ces 3 mandatures où les intérêts privés ont fait main basse sur la ville, eux seraient les candidats finalement de la courroie de transmission la plus directe avec les lobbies. Vous savez, Madame Hidalgo avait vendu le ventre de Paris, le centre commercial des Halles, à Unibail, qui était le VRP du Unibail, responsable de négociation pour Unibail, c'était M. Benjamin Griveaux.
Voilà, donc je pense qu'il faut absolument que les citoyens se disent, voilà, entre ceux qui liquident Paris et ceux qui cherchent à l'acheter, il faut mettre tout ça de côté et puis faire en sorte que les citoyens décident de quelle vision ils veulent pour leur vie. Merci à Daniel Simonet d'avoir été avec nous, nous avoir apporté votre point de vue sur les grands titres de l'actualité aujourd'hui et sur cette bataille. Et puis, les citoyens sont les bienvenus au premier apéro de lancement qui aura lieu vendredi à partir de 18h30, place du métro Ménilmontant dans le 20e. Eh bien, l'appel est lancé. Merci Daniel Simonet. Merci.